Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Les titres. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable suspend la coupe et le transport du bois andinais allant du 7 juillet au 30 septembre 2025. L'annonce a été faite dans un communiqué rendu public cette semaine. Les menuisiers et tapissiers évoquent leur inquiétude sur la mesure qui, selon eux, a des conséquences sur leur activité. Et puis, on reviendra sur les difficultés routière des usagers de certains axes à Conakry. La déviation entre Béanzin et Koza est dans un piteux état. Cette route envahie se dégrade chaque jour à la suite de la tombée de la pluie. Des gros trous remplis d'eau de ruissellement règnent à mettre sur ce tronçon, empêchant ici la libre circulation des engins. Voilà pour les titres. Encore bonsoir. Dans un communiqué rendu public le 1er juillet dernier, le ministère de l'Environnement et du Développement durable suspend la coupe et le transport du bois andinais. Cette décision s'étend du 7 juillet au 30 septembre 2025 chez les menuisiers et tapissiers. La décision des autorités a des conséquences sur leur activité. C'est notamment la hausse des prix du madrier ou encore des meubles. Ansoubaï le Balde. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable justifie sa décision de suspendre la coupe et le transport du bois en lien avec l'intérêt écologique et de la gestion rationnelle des ressources forestières. À l'Union nationale des menuisiers et tapissiers de Guinée, cette annonce n'est pas sans conséquence sur leur activité. Amara Touré déclare que cela n'est pas nouveau dans leur secteur. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'avant ce communiqué, le prix du madrier avait connu de hausse. Et après ce communiqué-là aussi, nous allons quitter de 1 200 000 à 1 500 000 parce que généralement, l'État, à travers le ministère de l'Environnement et du Développement durable, ne met pas de suivi par rapport au communiqué, dire que bon, nous allons faire ça, mais on va aussi veiller pour qu'au moins il n'y a pas d'abus par rapport au prix, il n'y a pas d'abus par rapport à la crise, parce que généralement ils sont même capables de faire disparaître les madriers, dire que nous sommes dans la période de crise. Donc notre souci aujourd'hui c'est ça, c'est notre vrai souci, c'est à ce niveau. Parce qu'il n'y a pas eu de mesures d'accompagnement ou de sanctions par rapport à ceux qui vont jouer à ce jeu d'augmenter le prix du bois sur l'étendue du territoire. Avec une telle décision, les conséquences sont à plusieurs niveaux, affirme Amara Touré. Nous avons des difficultés d'obtention de notre matière première qui est le bois. C'est presque c'est la population guinéenne qui souffre d'un lieu, mais aussi c'est l'État aussi qui va souffrir parce que les contrats ne seront pas exécutés à l'heure voulue. Et nous qui acceptons aussi de faire les travaux, nous avons des sérieux problèmes avec les vendeurs de bois. Le communiqué du ministère de l'Environnement et du Développement durable entre en vigueur à compter du 7 juillet 2025 pour prendre fin le 30 septembre de la même année. Pendant ce temps, les consommateurs émettent leur inquiétude sur comment mener leur activité pendant cette période. Et puis, devoir de mémoire, tentative de coup d'État manqué en Guinée sous le régime de Conté. L'on se rappelle encore de cette fameuse nuit du 4 au vendredi 5 juillet 1985 où l'ancien premier ministre, le colonel Diarra Traoré a tenté de renverser le régime du président Lansana Conté. Pendant quelques heures, les putschistes ont pris le contrôle de Radio Conakry, annonçant la création d'un conseil suprême d'État, mais l'opération a échoué et des troubles suivis de pillages ont éclaté à Conakry. Un saut dans le passé dans ce récit signé Diba Barry. Dans la nuit du 4 au 5 juillet 1985, une tentative de renversement du régime est orchestrée par l'ancien premier ministre, le colonel Diarra Traoré. Mis à l'écart du pouvoir peu après l'installation du nouveau régime, le colonel Diarra cherche à reprendre la main par la force en s'appuyant sur une partie de l'armée
et en prenant brièvement le contrôle de la radio nationale pour annoncer la mise en place d'un Conseil suprême d'État. Dans un message, l'ancien Premier ministre stigmatisait les 15 mois d'immobilisme et de désordre incontrôlable qui ont suivi, selon lui, la prise de pouvoir par l'armée guinéenne le 3 avril 1984. Il soulignait également la déception de la population et dénonçait un gouvernement dont les éléments avaient pour souci majeur de s'enrichir personnellement. La radio Conakry a diffusé de la musique militaire pendant quelques heures, puis ses émissions se sont brusquement arrêtées au milieu de la nuit, signe que les insurgés ne contrôlaient plus la situation. Le vendredi matin, malheureusement, l'opération tourne au vinaigre. Les partisans de Conté, restés fidèles au chef de l'État alors en mission diplomatique à Lomé, étouffent rapidement le soulèvement. Plusieurs militaires impliqués sont arrêtés, tandis que Diarra Traoré prend la fuite. La tentative avortée déclenche des violences interethniques à Conakry, avec des actes de pillage visant les commerçants malinqués, ethnie à laquelle appartenait Diarra Traoré. Rapidement, le comité militaire de redressement national a demandé à la population d'éviter tout acte de pillage et de contenir sa colère. L'échec de ce putsch permet au pouvoir de Lansana Conté de se durcir et sert de justification à une répression contre les dissidences internes au sein de l'armée. Dans l'actualité également, les anciens présidents guinéens bénéficient d'une immunité civile et pénale dans le projet de la nouvelle constitution. L'activiste de défense des droits de l'homme Mamadou Kali Diallo voit en cela une innovation allant dans le sens de la facilitation de l'alternance démocratique. Reportage à Mamadou Tanouba. L'article 74 du projet de la Constitution est une innovation qui peut favoriser l'alternance démocratique en Guinée. L'activiste de la société civile, Mamadou Kali Diallo, voit à l'immunité civile et pénale des anciens chefs de l'État une bonne chose, à condition que cela ne constitue un abus de pouvoir pendant son exercice. Ça pourrait favoriser l'alternance politique démocratique, à mon avis. Donc c'est une chose à condition, encore une fois, que ça ne soit pas utilisé de façon délibérée pendant l'exercice afin de se rendre coupable des exactions et d'abus d'autorité. Pour ceux qui craignent le 2 poids 2 mesures, Mamadou Kali Diallo pense que la mise en place de la Haute Cour de justice règle cette préoccupation. L'existence de cette cour même est dissuasive, voyez-vous, pour dire que pendant l'exercice, elle peut être saisie des questions qui relèveraient de sa compétence. Donc, son existence, si vous voulez, est dissuasive. Donc, vouloir dire que c'est du 2 poids 2 mesures, ce n'est pas forcément le cas, mais encore une fois, moi je comprends la logique que cela suscite un débat. Cet activiste pense qu'il faut se focaliser sur le bon côté de l'article 74 du projet de la Constitution. La consommation de la drogue couche continue de faire des victimes à Conakry et les jeunes sont les plus touchés. Face à cette situation, plusieurs voix s'élèvent pour freiner ce phénomène. Interrogé par notre rédaction, Mahmadou Diakité, acteur de la société civile, fustige la démission parentale. Toutefois, il propose des pistes de solutions pour freiner ce fléau. Khadija Kaba, reportage. La consommation de la drogue couche ne cesse de faire des ravages à Conakry, avec des conséquences dramatiques, notamment chez les jeunes. Pour Mahamadou Diakité, acteur de la société civile, la démission éducative de certains parents est l'une des causes de ce fléau. Les jeunes souvent sont embrigandés dans ces phénomènes. Ils n'ont pas de porte de sortie, ils n'ont pas un meilleur lendemain. C'est pourquoi beaucoup se lancent dans cette consommation de drogue couche, et aussi la désertion de certains parents qui ont laissé leurs enfants dans les différentes rues de notre pays. Je pense que c'est une responsabilité qui est d'abord située au niveau des différentes familles. Pour lutter contre ce phénomène en Guinée, cet acteur de la société civile
demande aux autorités administratives de faire des campagnes de sensibilisation auprès des jeunes victimes, mais surtout mettre fin à la commercialisation de ce stupéfiant, tout en prenant des mesures strictes. Les jeunes doivent être mis devant le fait accompli pour qu'ils sachent que l'avenir de ce pays les appartient. Donc c'est pour qu'on dit l'avenir d'une nation, c'est la jeunesse. C'est pour la jeunesse et c'est fait par les jeunes, par la jeunesse. Donc c'est très important. Et aussi aider les jeunes à s'insérer socio-professionnellement dans notre pays. Donc moi je pense que pour que la jeunesse puisse sortir de cette précarité, on doit mener une fois de plus des campagnes de sensibilisation et de mobilisation sur le terrain. Il y a beaucoup de jeunes qui sont victimes de l'embrigadement de leur clan, du milieu dans lequel ils vivent. La mobilisation collective semble plus que jamais nécessaire pour protéger les jeunes et stopper l'expansion de la couche en Guinée, rappelle cet activiste. Comme annoncé en titre, la route qui sert de déviation entre Béanzin et Koza, communément appelée route Bamamadou, est dans un piteux état. L'arrivée de la pluie a aggravé la situation, empêchant la circulation routière. Les usagers ne peuvent circuler librement à cause des gros trous remplis d'eau de ruissellement. Les riverains ne manquent pas de plaintes pour dénoncer cet état de fait. Mohamed Lamine Dafé et Germaine Mazare. Difficile pour les usagers de circuler librement entre Koza et Béanzin en allant à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Gbessia. Cette route, qui sert de déviation, est dans un état lamentable. La pluie de ces derniers jours a augmenté la souffrance des usagers. Ils n'arrivent pas à bien circuler. À cause des trous remplis d'eau de ruissellement, c'est là au risque de voir leurs engins en panne. Notre route là est complètement dégradée, surtout en cette saison. Nous, les conducteurs de taxi-moto qui la pratiquons, nous avons beaucoup souffert. Quand on rentre le soir, tout notre corps nous fait mal. Regarde la route. Nous perdons nos téléphones ici. Nous descendons même dans les caniveaux pendant la pluie. Toutes nos motos sont gâtées à cause des trous. Quand il pleut, les véhicules et motos ne peuvent pas bien circuler. Certains perdent le contrôle ou s'éteignent dans les trous. Ce sont nos enfants qui les viennent en aide à sortir des trous. Parfois, ils font appel à une grue pour tirer l'engin. Et ça, il faut payer le déplacement. Nous souffrons beaucoup pendant ce temps. Plusieurs conducteurs ont arrêté d'emprunter cette route. Les conducteurs ne sont pas les seuls à vivre cette situation critique. Depuis plusieurs années, les usagers et les riverains vivent la même situation sur cette route. Ibrahima Kobasila interpelle les autorités afin de faire face à leurs difficultés. Si le gouvernement ne pense pas à nous à propos de cette route, nous allons souffrir. Il y a eu 3 réhabilitations ici, mais la solution n'est pas encore trouvée pour soulager les usagers. Nous demandons au président de nous aider. La réfection de la route déviant Bambeto pour l'aéroport international Ahmed Sékou Touré pourra soulager les... Et puis pour finir, quelques jours après avoir témoigné devant le pôle crime contre l'humanité du tribunal de grande instance de Paris, la famille Bongo enfonce le clou dans un long communiqué diffusé ce jeudi 3 juillet. Sylvia et Noureddine Bongo réitèrent leur accusation de torture contre les autorités gabonaises. Ils affirment avoir versé au dossier de leur plainte déposée en France en mai 2024 avec le reste de la famille pour, je cite, séquestration, détention arbitraire, actes de torture et de barbarie. Des vidéos prouvant les services subis ainsi que les pressions des militaires sur la justice gabonaise pour les faire condamner. Germaine Mansari. Si les autorités du Gabon espéraient que l'exfiltration des Bongo vers l'Angola mi-mai soit suivie d'une certaine discrétion de leur part, elles doivent constater que l'ex-famille présidentielle a décidé de ne pas faire profil bas. Nous ne nous tairons pas, écrivent Sylvia et Noureddine Bongo à propos des sévices qu'ils auraient subis à la prison centrale de Libreville, puis au sous-sol du palais présidentiel, 6 étages en dessous des appartements du président, pendant leurs 20 mois de détention. À l'appui,
Ils joignent à leur plainte une vidéo filmée clandestinement le 28 février 2025 par Nourdine Bongo dans le cabinet de la juge d'instruction gabonaise en charge du dossier. Selon le communiqué, d'autres vidéos également versées au dossier montreraient des membres du CTRI avouer des actes de torture, fouettés, électrocutés, noyés, battus et bien pire. Entre les coups, nous avons été contraints de signer, écrivent-ils. À noter que le procureur avait assuré que les poursuites pour, entre autres, corruption, détournement ou falsification de la signature du président de la République contre Sylvia et Nourdine Bongo tenaient et qu'un procès aurait lieu même à leur absence. Face à ces accusations, le gouvernement gabonais dément et parle d'un dossier judiciaire solide. Le procureur assure que le procès pour corruption, détournement et falsification aura lieu même à leur absence. L'ancien président Ali Bongo, lui, n'est toujours pas poursuivi à ce stade. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.